Alors bonsoir à tous les bozos. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode, le chapitre 11 qui s'intitule Un bateau brûlé. Je n'oublierai jamais le visage du gouverneur quand il me vit parer de la tunique rouge. C'était la première fois que je lisais de la peur dans son regard. Cela ne dura cependant qu'une fraction de seconde. Je l'aperçus néanmoins, ne serait-ce qu'un instant, un soupçon d'insécurité, plus ténu qu'une flamme de bougie. Il m'observa me diriger vers ma chambre. Page! Je m'immobilisai. Un, deux. Je je m'immobilisai. Comment s'est passé ton dîner d'intronisation? C'était instructif. Je parcourus du doigt l'encre rouge brodée sur mon gilet. Vous aviez raison, elle m'a interrogé à votre sujet. Il y eut un court silence crispé. Chaque muscle de son visage était figé. Et tu lui as répondu? Sa voix était froide, désormais plus froide qu'elle ne l'avait jamais été. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il faut que je le sache. Il n'allait pas me supplier. Le gouverneur était quelqu'un de fier. Ses mâchoires Putain, faut que je mette en pause. Il n'allait pas me supplier. Le gouverneur était quelqu'un de fier. Ses mâchoires étaient serrées, ses lèvres pincées. Je me demandais à quoi il pensait. Qui il devait prévenir ou se réfugier? Que faire ensuite? Combien de temps pouvais-je le torturer de la sorte? Elle en a... Un, deux. Elle a en tout cas quelque chose qui a retenu mon attention. Je m'assis sur la banquette. Que le consort de sang n'avait pas le droit de combattre les émimes. En effet, c'est formellement interdit. Ses doigts tambourinaient sur le bras de son fauteuil. Tu lui as parlé de mes blessures? Je ne lui ai rien dit. Son expression se modula. Après une courte pause, il saisit sa carafe d'amarante et se servit un verre. Dans ce cas, je te dois la vie, déclara-t-il. Vous buvez beaucoup d'amarante, constatai-je. À cause des cicatrices? Il redressa brusquement la tête. Des cicatrices? Oui, des cicatrices. Si je bois de l'amarante, c'est que j'ai mes raisons. Quelles raisons? Des raisons de santé. Je te l'ai déjà dit. De vieilles blessures. Il reposa son verre sur la table. Tu as décidé de ne pas révéler à Nashira que j'avais désobéi. Je suis curieux de savoir pourquoi. Trahir les gens n'est pas trop mon style. Sa dérobade ne m'avait pas échappé. Des cicatrices et des vieilles blessures signifiaient exactement la même chose. Je vois. Le gouverneur se perdit dans la contemplation de l'âtre vide. Tu as donc caché cette information à Nashira. Pourtant, tu as reçu une tunique rouge. Vous m'avez recommandé. En effet, mais je n'étais pas certain qu'elle accepterait. Je crains qu'elle ait une idée derrière la tête. Je pars en mission extérieure demain. La citadelle? Devina-t-il. Voilà qui est surprenant. Pourquoi? Après tous les efforts qu'elle a fournis pour t'en arracher, je trouve étrange qu'elle te renvoie là-bas. Elle veut que je fasse sortir du bois l'un des gangs londoniens, les 7 Sceaux. Elle pense qu'ils comptent une marche-rêve dans leur rang, et que je ne saurais reconnaître l'une des miens. J'attendis de voir sa réaction, mais il resta de marbre. Me soupçonnait-il? Vous et moi partons demain soir avec 3 vestes rouges et un autre réfaillite, développai-je. Qui? Votre cousine. Ah oui. Il joignit la pointe de ses doigts. Si tu l'as, Messartim est la mercenaire en qui Nashira a le plus confiance. Toi et moi devrons nous montrer particulièrement vigilants en sa présence. Vous allez donc recommencer à me traiter comme votre esclave. Un mal nécessaire, mais très temporaire. Si tu l'as, et moi ne sommes pas très proches. Elle sera sans doute là pour me tenir à l'œil.
Pourquoi ? À cause des transgressions passées. Il surprit mon regard inquisiteur. Mieux vaut que tu n'en apprennes pas davantage. Tu dois simplement savoir que je ne tue que lorsque c'est absolument nécessaire. Des transgressions passées, de vieilles blessures. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, et nous en avions tous les deux conscience. Malgré tout, je n'étais pas certaine de pouvoir lui faire confiance, même s'il faisait partie des sacrifiés. « Il faut que j'aille me coucher, » déclarai-je. « Nous avons rendez-vous dans sa résidence demain au crépuscule. » Le gouverneur opina discrètement. Je ramassai mes bottes et montai dans ma chambre, le laissant siroter son remède, qui est de la vodka pure. Non, elle n'a pas dit ça. Durant l'essentiel de la journée, alors que j'aurais dû dormir, j'envisageais chacun des scénarios susceptibles de se réaliser lorsque nous arrivions à Londres. D'après le briefing qui avait suivi la fin du dîner, nous devrions attendre que Carter arrive au pied de la colonne Nelson, où elle était censée retrouver un représentant de Sceaux. Nous devions alors les encercler et les attaquer de toutes nos forces. Nashira semblait croire que nous pourrions nous contenter d'aller sur place, d'abattre Carter, de capturer quelques otages et de rentrer à Sheol One d'un pas léger avant que tinte la cloche de jour. Oh putain, elle est super longue cette phrase. Je n'étais pas dupe. Je connaissais Jax. Il savait protéger ses investissements. Il n'enverrait jamais un unique représentant pour accueillir Antoinette. L'intégralité du gang serait présente. Des vigiles surveillaient les rues pendant la nuit et ils maîtrisaient les bases du combat spirituel. En outre, il y aurait forcément des civils et, face à un groupe de voyants, cela pourrait bien vite dégénérer. Je me retrouverais alors prise dans une rixe au cours de laquelle je porterais l'uniforme d'un camp tout en soutenant l'autre. Je me tournais et me retournais et tourne, sans trouver le sommeil. Je tenais là une chance de m'échapper, ou au moins d'appeler à l'aide. D'une façon ou d'une autre, il allait falloir que je contacte Nick, à condition qu'il ne me tue pas d'abord, ni ne m'aveugle avec ses visions. C'était ma seule et unique fenêtre de tir. Je finis par me relever. J'allai à la salle de bain pour m'asperger le visage d'eau, puis m'attacher les cheveux à la va-vite. Il avait poussé de plusieurs centimètres et me tombait désormais aux épaules. La pluie martelait les fenêtres. Je remis mon uniforme, la tunique rouge des traîtres, et descendis dans la pièce principale. L'horloge de parquet indiquait presque 7 heures. Je m'assis près du feu. Lorsque l'heure sonna, le gouverneur apparut à la porte, les cheveux et les vêtements dégoulinants. « Il est temps !» J'opinai. Il m'invita à sortir, verrouilla derrière moi, puis m'accompagna au bas de l'escalier. « Je ne t'ai jamais remercié, » me dit-il tandis que nous traversions les cloîtres, « de n'avoir rien dit. »« Ne le faites pas encore !» Les rues étaient silencieuses. Des grêlons, pas encore fondus, craquaient sous mes semelles. Lorsque nous atteignîmes la résidence, 2 refs nous escortèrent jusqu'à la bibliothèque, où Nashira nous attendait. Le gouverneur et elle reproduisirent leur salutation rituelle. Il lui toucha le ventre et lui embrassa le front. Et ensuite son crâne chauve. Cette fois, je remarquai certains détails qui m'avaient préalablement échappé. La raideur des mouvements du consort, le fait qu'il ne la regarda pas en face, la façon dont elle lui passa les doigts dans les cheveux en détournant la tête. Cela m'évoqua l'image d'un chien avec sa maîtresse. « Je suis ravie que vous ayez pu vous rejoindre à nous, » déclara-t-elle, comme si nous avions eu le choix. « 40, je te présente Situla Messartim. » Situla était presque aussi grande que son cousin. Il existait un air de famille certain entre les deux. Ils avaient les mêmes cheveux châtains, cendrés, la même peau de miel, les mêmes traits forts
et les mêmes yeux caves, et les mêmes culs. Elle adressa un petit signe de menton au gouverneur, toujours à genoux. Cousin! Arcturus inclina la tête. Situla posa alors ses yeux bleus sur moi. 20, 59, 40. Tu me traiteras ce soir comme ta deuxième gardienne. J'espère que c'est bien compris. J'acquiesçai. Le gouverneur se leva et pivota vers sa fiancée. Où sont les autres humains? Ils se préparent, bien sûr. Elle lui tourna le dos. Tu devrais en faire autant, mon très fidèle. L'aura du gouverneur s'assombrit, comme si un orage était venu recouvrir son territoire des rêves. Il fit volte-face et se dirigea vers de lourdes teintures écarlates. Une amorotique se précipita à sa suite, les bras chargés d'une pile de vêtements. Tu feras équipe avec un, m'informa Nashira. Vous accompagnerez Arcturus. 30 et 12 iront avec Situla. David émergea de derrière les rideaux, vêtu d'un pantalon noir, de bottes et d'un gilet d'armes léger. Le voir ainsi me mit mal à l'aise. Il était habillé exactement de la même manière que le superviseur au soir de ma capture. « Bonsoir, 40, me dit-il. Je ne répondis pas. David sourit et secoua la tête, comme s'il se trouvait confronté à un enfant amusant. Un amorotique s'approcha de moi. « Vos vêtements !»« Merci. » Sans un regard pour David, je me dirigeai à mon tour vers les rideaux. Ils dissimulaient une tente, une sorte de vestiaire de fortune. Je me dessapai et enfilai mon nouvel uniforme. D'abord une chemise rouge à manches longues, puis le gilet, évidemment marqué de la petite encre rouge, et enfin une veste noire avec une bande rouge sur la manche. Venaient alors les mitaines et le pantalon, fabriqués dans un tissu noir très souple et de robustes bottes en cuir. Avec cet attirail, je pourrais courir, grimper et me battre. Je trouvai dans l'une des poches de la veste une seringue d'adrénaline, ainsi qu'un pistolet à flux pour traquer les voyants. Une fois équipé, j'allais rejoindre les 3 autres humains. Karl me gratifia d'un sourire. « Bonjour, 40. »« Karl, » répondis-je. « Comment tu trouves ta nouvelle tunique ? Elle est à ma taille, si c'est ce que tu veux savoir. »« Non, je voulais parler de ta couleur, de sa couleur. » Mes 3 collègues me dévisageaient désormais. « Elle est géniale !» répliquai-je après une brève hésitation. Karl hocha la tête. « Ouais, peut-être qu'ils ont eu raison de t'offrir tant de privilèges, finalement. »« Ou peut-être qu'ils ont eu tort, » intervint Trente, en faisant ressortir ses lourds cheveux de son col. Elle était plus grande que moi, plus large de hanches et d'épaules. « On s'en rendra vite compte dans la rue. » Je l'observai plus en détail. D'après son aura, je la supposais devineresse, mais d'une classe assez rare, peut-être de la famille des cléromanciens. Rien d'exceptionnel non plus. Elle avait probablement dû se battre pour se hisser tout en haut de l'échelle. « Oui, admis-je, on verra bien. » Elle renifla. Le retour du gouverneur eut un effet étonnant sur le comportement de Trente. Elle se fendit d'une révérence délicate en murmurant « consort de sang ». Karl s'inclina également. Je restai debout derrière eux, les bras croisés. Arcturus toisa son fan-club sans paraître affecté par leurs égards. Au lieu de quoi, il détourna la tête pour me regarder. Trente en parut toute chagrinée, la pauvre. Ses nouveaux vêtements avaient métamorphosé mon gardien. Au lieu de sa vieille parure réfaillite, il était désormais vêtu comme un riche citoyen de Sion, de ce qu'aucun voleur un peu malin ne tenterait de détrousser. « Vous serez amenés à la cohorte 1, dans 2 véhicules séparés, » nous informa Nashira. « Une escorte vous ouvrira la route. Vous serez attendus ici avant la cloche du jour. »
Les 3 autres humains et moi-même opinâmes de conserve. Le gouverneur enfila prestement son manteau et se tourna vers la porte. 20-40 21 nous appela-t-il. Karl semblait aussi excité qu'un gamin à la novembrine. Il lui courut après, tout en rangeant dans sa veste son pistolet à flux. Je m'apprêtais à les suivre quand Nashira me rattrapa par le bras. Je demeurai parfaitement immobile, résistant à la tentation de me libérer une secousse. « Je sais qui tu es, » me dit-elle en s'approchant à quelques centimètres de mon visage. « Je sais d'où tu viens. Si tu ne me ramènes pas à une marche-rêve, j'en déduirai que j'avais raison, que tu es bien la rêveuse pâle. Ceci aura des conséquences sur nous tous. » Avec un regard qui me glaça les sangs. Elle me tourna le dos et se dirigea vers la sortie. « Bon voyage ! 20, 59, 40. » 2 véhicules nous attendaient sur le pont, toute lumière éteinte. On nous banda les yeux avant de nous enfermer à l'intérieur. J'étais assise dans le noir, à côté de Karl, à écouter le ronron du moteur. Il devait redouter que nous repérions la route de la colonie. Une équipe de vigiles était chargée de nous escorter jusqu'à la frontière, mais quitter Chiolwan était une procédure fort compliquée. La ville était une colonie pénitentiaire et un transfert se révélait tout aussi complexe que pour des prisonniers en liberté conditionnelle. Dans l'une des gares périphériques, on nous implanta sous la peau des puces de traçage. Certainement des RFID que Marie ait pu faire. Au cas où nous envisagerions de prendre la tangente. En outre, on examina dans le détail notre aura et nos empreintes digitales. Ils me prélevèrent également un échantillon de sang, ce qui me laissa un semblant de bleu dans le creux du coude. Après un ultime poste de contrôle, nous étions de retour à Sion-Londres, dans le monde réel. « Vous pouvez retirer vos bandeaux !» nous indiqua le gouverneur. Je ne me le fis pas dire 2 fois. Ô ma citadelle, je me collai à la vitre, laissant les lumières bleues se refléter dans mes prunelles. La voiture traversait White City en 2-3, dépassant l'immense centre commercial. Je n'aurais jamais imaginé que ces rues sales et vert de gris me manqueraient un jour, c'était pourtant le cas. De même que parier sur des esprits, jouer au taroki, ou escalader des immeubles avec Nick pour observer le coucher de soleil, et aussi pour prendre une bouteille de vin, voire 2, voire 25. Ouais, pas dit ça. Je voulais descendre de voiture pour plonger au cœur de cette ville polluée. Karl s'était montré très nerveux pendant le voyage, remuant les jambes et jouant avec son pistolet. Mais il avait fini par s'endormir sur l'autoroute. Il m'avait expliqué que 30 s'appelait naguère Amelia et qu'elle avait pour gardienne Elnath Sarin. Comme je l'avais supposé, elle était bien cléromancienne, avec un don particulier pour les dés. Je dus me creuser la cervelle pour me souvenir du terme exact. Astragalomancienne. J'étais un peu rouillé. Autrefois, Jax m'interrogeait quotidiennement sur les 7 ordres de la voyance. J'observais Karl de nouveau. Il avait besoin de se laver les cheveux. Je déduisis aux cernes qui lui marquaient les yeux qu'il était aussi fatigué que moi. En revanche, il ne souffrait d'aucune contusion. D'autres trahisons avaient dû lui permettre d'acheter sa sécurité. Comme s'il m'avait senti l'épier, il ouvrit les paupières. « N'essaie pas de t'échapper !» Il avait chuchoté ces mots. Puis, puisque je ne répondis pas, il finit par pivoter vers moi. « Ils ne te laisseront pas faire. Lui ne te laissera pas faire. » Il considéra le gouverneur à travers la paroi vitrée. « À Sheol, nous sommes en sécurité. Pourquoi vouloir fuir ? Parce que nous ne sommes pas chez nous. C'est au contraire notre seule maison. On peut y vivre notre existence de clairvoyant, sans se cacher. Tu n'es pas idiot, Karl.
Tu sais qu'il s'agit d'une prison. Parce que la citadelle n'en est pas une? Non, pas du tout. Karl contempla son pistolet. Je me retournai vers la fenêtre. Quelque part, je comprenais ce qu'il voulait dire. Bien sûr que la citadelle était une prison. Si on nous y maintenait, enfermés, comme des animaux. Mais au moins nous n'étions pas obligés de regarder nos camarades se faire tabasser, ni ne laissions crever des gens dans la rue. J'appuyai ma tête contre la glace. Ce n'était pas vrai. Hector faisait ce genre de choses. Jackson aussi. Tous les seigneurs mimes et les reines mimes le faisaient. Ils ne récompensaient que ceux d'entre nous qui leur étaient utiles. Les autres étaient abandonnés à leur triste sort. Toutefois, le gang était comme ma famille. Dans la citadelle, je n'avais pas à ployer la tête devant qui que ce soit. J'étais la marionnette de l'un 4. J'avais un nom. Nous arrivâmes bientôt à Mary-le-Bonne, tandis que le gouverneur observait ce décor qu'il ne semblait ne pas reconnaître. Je me demandais s'il avait déjà mis les pieds à Londres. Sûrement, puisqu'il avait rencontré les différents inquisiteurs. Cela me glaçait de songer que les Refs avaient arpenté ces rues en même temps que moi. Ils étaient venus dans l'argenterie, et même en 1-4. Le chauffeur était un homme silencieux et robuste, aux fines lunettes métalliques. Il portait un costume rehaussé d'une pochette de soie rouge assortie à sa cravate. Le petit dispositif qu'il avait dans l'oreille gauche bipait à intervalles réguliers. C'était à la fois fascinant et morbide de constater à quel point tout ceci était parfaitement organisé. Toute la citadelle était quadrillée. Personne ne pourrait jamais rien découvrir sur Sheol One. La ville était complètement bouclée. Le gouverneur fit signe au conducteur de s'arrêter au coin de rue. L'autre s'exécuta et sortit de la voiture. Il y revint bientôt, lesté d'un gros sac en papier craft. Le gouverneur me le passa par le guichet. « Réveille-le » me dit-il en désignant Karl, qui s'était déjà rendormi. Le sac renfermait 2 boîtes bien chaudes de chez Breakabox, la chaîne de fast-food préférée des Londoniens. Je secouai Karl par l'épaule. « Debout, là-dedans » Il s'éveilla en sursaut. Je découvris dans mon carton un petit sandwich roulé, une serviette en papier et un pot de porridge. Je croisai le regard du gouverneur dans le rétroviseur intérieur. Il m'adressa un infime hochement de tête, que je fis mine de n'avoir pas remarqué. La voiture entra dans le secteur 4, chez moi. De la sueur perlait sur mon front. Mon père n'habitait qu'à une 20aine de minutes de là, et nous étions tout proches des 7 cadrans. Trop proches. Je m'entendais à moitié à recevoir un instantané de Nick, mais l'éther demeurait parfaitement muet. Plusieurs centaines de territoires des rêves se pressaient contre le mien, me faisant momentanément oublier la dimension physique. Quand je me concentrai sur les plus immédiats, je ne perçus rien d'inhabituel, pas de vague d'émotions récentes. Ces gens ne soupçonnaient ni l'existence des Réphaïm, ni celle de la colonie pénitentiaire. Ils se fichaient de savoir où allaient les anormaux, tant qu'ils ne les voyaient pas. Notre voiture s'arrêta sur la Strand, où un vigile nous attendait. Tous semblaient recrutés sur le même modèle. Ils étaient grands, carrés, généralement médiums. J'esquivai son regard en descendant du véhicule, abandonnant sous le siège et les vestiges de mon petit déjeuner. Le gouverneur, étant donné son imposante stature, ne semblait pas le moins du monde impressionné. « Bonsoir, vigile, gouverneur !» Le garde porta 3 doigts à son front, un au centre et un au-dessus de chaque œil, puis leva la main en guise de salut. Un signe officiel de reconnaissance indiquant qu'il avait un 3e œil. « Pouvez-vous confirmer que Karl Dempsey-Brown et Paige Mahoney sont bien sous votre garde ? » « Confirmé, »
numéro d'identification 20 59 1 et 40. Le vigile en prit bonne note. Je me demandais ce qui l'avait poussé à se retourner contre les siens. Un seigneur mime cruel, peut-être. Il s'adressa alors à nous. Rappelez-vous que vous êtes en détention. Vous êtes ici pour aider les Réphaïm. Vous retournerez immédiatement à Sheol-Wan dès votre mission accomplie. Si l'un de vous essaie de révéler la localisation de Sheol-Wan, il sera abattu. Si l'un de vous essaie d'entrer en contact avec des civils ou avec un membre de la pègre, il sera abattu. Si l'un de vous essaie de s'en prendre à son gardien ou à un vigile, il sera abattu. Avez-vous bien compris ? Il n'avait guère laissé de place au doute. Quoi que nous fassions, nous serions abattus. C'est compris, affirmai-je. Cependant, le vigile n'en avait pas encore terminé. Il tira de sa ceinture un tube métallique et une paire de gants en latex. Pas encore une aiguille, songeai-je. Toi d'abord ! Il m'attrapa par le poignet. Ouvre la bouche ! Quoi ? Ouvre la bouche ! Articula-t-il lentement. Ouvre la bouche ! Je voulus invoquer l'aide du gouverneur, mais je compris à son silence qu'il approuvait la procédure. Sans me laisser le temps d'obtempérer, le vigile me força à écarter les mâchoires. Je crevais l'envie de mordre ce salopard. Il me passa sur les lèvres une pointe de plastique, les recouvrant d'une substance froide et amère. « Ferme ! Et ferme ta gueule au passage aussi !» Non, elle n'a pas dit ça non plus. Il n'a pas dit ça, pardon. Je n'avais d'autre choix que d'obtempérer. Quand je voulus rouvrir la bouche, j'en fus incapable. J'écarquillai les yeux. Merde. C'est juste une pointe d'adhésif dermique, expliqua le vigile en se tournant vers Karl. Ça se dissipe au bout de 2 ou 3 heures. Nous préférons ne pas courir le moindre risque, étant donné que tous les gangs se connaissent. Mais je ne fais, commença Karl. La ferme. Et à son tour, Karl fut obligé d'obéir. 19, 49, 30 n'est pas collé. Tournez-vous vers elle pour connaître vos ordres, précisa le vigile. Sinon, tenez-vous-en à vos objectifs. Je tentai de glisser ma langue entre mes lèvres, mais elles ne s'écartèrent pas d'un millimètre. Ce vigile devait adorer avoir le dessus sur d'anciens membres de la pègre. Après nous avoir scellé la bouche, le vigile salua le gouverneur et retourna s'enfermer dans le bâtiment gris, terne, dont il avait émergé. Une plaque était accrochée au mur. Citadelle de Sion-Londres. Poste de commande de la DVN. Cohorte 1, secteur 4. Une carte de la zone couverte par ce poste-là venait clarifier la chose. Je remarquai une croix sur le centre commercial de Covent Garden, sous lequel le marché noir grouillait d'activité. Si seulement je pouvais m'y rendre, c'était peut-être faisable. Karl déglutit bruyamment. Même si nous avions vu ces plaques quotidiennement pendant des années, elles n'en restaient pas moins décourageantes. Je levai les yeux vers le gouverneur. « Situla et ses humains approcheront de la place par le côté ouest, » déclara-t-il. « Vous êtes prêts ?» J'ignorais comment nous étions censés répondre. Karl hocha la tête. Le gouverneur plongea la main à l'intérieur de sa veste et en sortit 2 masques. « Tenez !» dit-il en nous les distribuant. « Cela permettra de cacher votre identité. » Ces masques n'avaient rien d'ordinaire. Leurs traits étaient lisses et uniformes, et seuls 4 trous avaient été ménagés pour les yeux et les narines. Quand j'enfilai le mien, il épousa la forme de mon visage. Il était trop discret pour attirer les regards suspects des citoyens empressés de la citadelle, et trop neutre pour que les membres de mon gang puissent me reconnaître. Et mes lèvres étant scellées, je ne pouvais même pas les appeler à l'aide. Comme c'était sournois, le gouverneur m'examina un instant avant d'enfiler son propre masque.
Une lumière sinistre brûlait dans ses prunelles. Pour la première fois, j'étais soulagé d'être à son côté. Nous approchâmes de la colonne Nelson. À l'instar des cadrans du monument du grand incendie et de la plupart des autres piliers, elle était éclairée en rouge ou en vert selon l'indicateur de sécurité. Actuellement, elle était en verte, tout comme les fontaines. Un autre groupe de vigiles était de la faction. Ils étaient postés à intervalles réguliers sur la strande, ayant sans doute pour ordre de nous venir en aide si nécessaire. Ils nous gratifièrent de regards circonspects, mais aucun d'eux ne bougea. Ils étaient tous armés de carabines M4. La DVN ne révélait jamais l'étendue de sa mission en ville. Mais tout le monde savait qu'elle était plus redoutable que la police. On n'abordait pas un vigile de nuit pour une simple plainte, comme on aurait pu le faire avec un officier de la DVD. On ne les approchait que dans des circonstances extrêmes, et jamais quand on était voyant. Même les amorotiques n'appréciaient pas leur proximité. Après tout, les vigiles eux-mêmes étaient anormaux. Karl n'arrêtait pas de plier et déplier les mains dans ses poches. Comment allais-je parvenir à me tirer là sans tuer l'un des membres de mon gang? Il devait bien exister un autre moyen de leur montrer qui j'étais. Il fallait que je les prévienne, sans quoi ils me rejoindraient bientôt à la colonie pénitentiaire. Je ne pouvais laisser Nashira leur mettre le grappin dessus. Malgré l'éclairage artificiel, Trafalgar Square restait suffisamment sombre pour que nous passions inaperçus. Situla, Amelia et David arrivèrent par l'autre côté. Tous trois disparurent derrière l'un des 4 lions en bronze qui protégeaient la colonne Nelson. Le gouverneur se pencha pour se mettre à notre hauteur. « Carter sera bientôt là », nous informa-t-il d'une voix basse. « Nous devons attendre qu'elle entre en contact avec les sceaux. Ne vous laissez en aucun cas capturer. » Karl opina. « Dès que la zone sera dégagée, la DVN nous escortera jusqu'au véhicule. Vous abandonnerez la mission si les sceaux sortent de la cohorte 1. » Je transpirais de plus en plus. Les 7 cadrans se trouvaient au cœur de la cohorte 1. Si mon gang essayait de regagner sa base, il nous aurait au basque. Big Ben allait sonner dans 2 minutes. Le gouverneur ordonna à Karl d'aller s'asseoir sur les marches de la colonne. En tant que devin, il était le moins suspect d'entre nous. Quand il fut à sa place, Arcturus me mena jusqu'au socle de l'une des statues. Il en avait 7 en tout, une pour chacune des personnes qui avaient aidé à l'établissement et au maintien de Sion. Palmerston, Salisbury, Asquith, McDonald, Zettler, Mayfield, et Weaver, et Burger King, et Domino's Pizza, et Walmart. Non, pas ces conneries. La dernière était toujours à l'effigie de l'inquisiteur au pouvoir et arborait sa devise. Le gouverneur s'arrêta derrière une statue. Il considéra mon visage masqué. « Pardonne-moi, dit-il, je ne savais pas que vous seriez réduit au silence. » Je ne fis pas mine de l'avoir entendu. Je me concentrai pour respirer par le nez. « Ne regarde pas encore. Carter attend au pied de la colonne, comme prévu. » Je ne voulais pas faire ça. Je voulais qu'Antoinette quitte cet endroit. Je voulais m'introduire brusquement dans son territoire des rêves pour la forcer à fuir. Ce fut alors que je les perçus. C'était bien eux. Aucun doute là-dessus. Tous approchaient de directions différentes. Jax avait dû mobiliser tout le gang, les 6 sceaux restants. Reconnaîtrait-il immédiatement mon aura? Ou supposerait-il qu'il y avait simplement une autre marche-rêve? Une probabilité infime, dans les environs. « Je sens un médium, » déclara le gouverneur, « et un chuchoteur. » Elisa et Nadine
Je jetai un coup d'œil vers le pied de la colonne Nelson. Et effectivement, j'aperçus Antoinette. Elle portait une redingote et un chapeau noir à larges bords. Des mèches de cheveux roux, grisonnants, s'en échappaient. Le peu de son visage que je parvenais à distinguer révélait de crevasses sûrement gommées à la télévision. Elle tenait entre ses doigts une fume-cigarette argentée, un bout duquel avait été ajusté un rouleau d'astère pourpre. Elle avait du cran. Personne ne fumait de drogue éthérée en public. L'idée même d'en découdre avec Tony Carter suffirait à me mettre les nerfs en pelote. Dans son émission, elle était toujours prise d'une violente crise avant de faire une prédiction. Une performance qui lui permettait de faire exploser les corps d'audimat. Je ne l'avais cependant jamais vue se battre. Nick réfutait l'idée qu'elle puisse être une oracle. Les oracles ne perdraient jamais la maîtrise de leur corps de la sorte. Nadine fut la première à arriver. Elle portait un blazer à fines rayures, boutonné lâchement. Il dissimulait, à n'en pas douter, quelques lames. Les autres apparurent tour à tour, même si rien n'indiquait qu'ils se connaissaient. Seuls leurs auras les liaient. Quand j'aperçus Nick, je me crus sur le point de craquer, de fondre en larmes, d'éclater de rire, de chanter à tue-tête. Il était copieusement grimé. Une obligation, vu sa remarquable carrière au sein de Sion. Ses cheveux étaient dissimulés sous une perruque sombre et un chapeau, ses yeux abrités derrière des verres fumés. À quelques pas de là, Jax jouait avec sa canne. Le gouverneur demeurait silencieux. Ses yeux s'assombrirent quand les cibles s'approchèrent d'Antoinette. Élisa avait été envoyée en éclaireuse. Dany suivait non loin, les lèvres pincées. Elle aussi était déguisée. Personnellement, je serais d'abord entré en contact avec Antoinette d'un petit coup d'esprit, histoire de m'assurer que la voie était libre. Mais Élisa ne possédait pas ce pouvoir. L'éther jouait avec elle, pas l'inverse. Elle leva 4 doigts de la main droite, 3 de la main gauche, puis se les passa dans les cheveux, comme pour se les démêler. Antoinette comprit. Elle fit un pas vers Élisa en lui tendant la main. Élisa la serra. Situla fut la première à frapper. En un éclair, elle se retrouva sur le dos d'Antoinette, à l'étrangler. Le gouverneur se dirigea vers Zeke, tandis que Karl propulsait un esprit vers Élisa. Il devait s'agir de celui de Nelson, le plus puissant de la place, car la malheureuse s'effondra contre l'un des lions en s'étreignant la poitrine. Elle subit un cri étranglé, poussé par son assaillant. Je ne peux commander ni les vents ni les temps, pas plus que je ne peux me commander dans la mort. Amelia fut la suivante à surgir, mais elle fut violemment plaquée au sol par Nick, qui avait remarqué la douleur d'Élisa avant toute autre chose. David se chargea de Jax, ou du moins tenta de le faire. Dany lui décrocha un coup de poing qui lui fit jaillir le sang de la bouche. En moins de 10 secondes, je fus la seule à ne m'être pas encore engagée dans la bagarre. Cela me convenait parfaitement, mais pas à Jackson. Il m'aperçut immédiatement, un autre ennemi masqué. Il rassembla une horde de 6 qu'il projeta dans ma direction. Il fallait que je bouge et vite. Les esprits de Trafalgar pouvaient présenter une menace sérieuse. Je lui décochai une fléchette de flux, mais tirée bien au-dessus de sa tête. Il se baissa néanmoins, et sa meute d'esprits s'éparpilla. « Abandonne, pensai-je. Ne me force pas à t'attaquer. » Mais Jackson n'était pas du genre à jeter l'éponge. Il était livide. Nous avions fichu ses plans en l'air. Il se rua sur moi en agitant sa canne. Je tentai de le repousser d'un coup de pied à l'estomac, mais je ne le cognai pas assez fort. Il m'agrippa la cheville et, d'une flexion de bras, me fit tomber à terre. « Aïe ! Bouge ! Bouge !
pas assez rapide. Jax m'enfonça sa botte coquée dans le flanc, me faisant rouler sur le dos. Puis, il m'écrasa violemment la poitrine du genou. Son poing s'élança, je ne vis qu'une ombre et quelque chose de dur vint heurter la partie de mon visage qui n'était pas protégée. Un coup de poignet américain. Nouvel assaut. Cette fois dans les côtes. L'une d'elles craqua et une onde de douleur me résonna dans tout le corps. Encore un coup. Je levai le bras pour parer le quatrième. Ses yeux luisaient, assoiffés de sang. Il allait me tuer. Je n'avais plus le choix. Étant cloué au sol, je me servis de mon esprit. Il ne s'y attendait pas. Il n'était pas du tout concentré sur mon aura. Le coup de boutoir contre son territoire des rêves le fit basculer. Sa canne rebondit avec fracas sur le béton. Je me relevai tant bien que mal. Ma figure m'élançait, mes côtes me brûlaient, et mon œil droit n'y voyait plus guère. Je posai les mains sur mes genoux, inspirant par le nez. Je n'avais jamais imaginé que Jax puisse être aussi brutal. Un cri aigu attira mon attention. Près de l'une des fontaines, Nadine avait abandonné le combat spirituel pour plaquer Amélia au sol. Je tirai la seringue de ma veste, en retirai le capuchon de mes doigts ensanglantés et m'enfonçai l'aiguille dans le poignet. Après quelques secondes, la douleur avait presque disparu. Ma vision n'allait pas mieux, mais ça n'était pas très handicapant. Tant que mon œil gauche fonctionnait, la visée laser d'un pistolet m'illumina la poitrine. Oh la phrase de merde. Il avait dû poster des snipers dans les bâtiments voisins. Il existait forcément un moyen d'éviter le pire. Ayant recouvré mes forces, je courus vers la fontaine où Amélia se débattait vainement. Même si je rêvais de voir Nadine l'emporter, je ne pouvais pas laisser un autre humain mourir sans réagir. Je l'attrapai donc par la taille et plongeai avec elle dans l'eau. Celle-ci prit une teinte rouge quand l'indicateur de sécurité changea. Nadine refit surface d'une demi-seconde après moi. Elle serrait les dents et tous les muscles de son cou étaient bandés. Bandés! Je reculai. Retire ton masque, salope! M'aboya-t-elle. Je braquai sur elle mon pistolet à flux. Elle commença à me tourner autour, elle ouvrit son manteau et en sortit un couteau. Elle avait toujours préféré l'acier aux esprits. Je sentais mon cœur palpiter jusqu'au bout de mes doigts. Nadine manquait rarement sa cible et mon gilet de protection n'était pas intégral. Si elle m'atteignait au-dessus de la poitrine, j'étais morte. David fit son apparition à cet instant-là. Alors que Nadine s'apprêtait à lancer son couteau, il l'atteignit pile entre les omoplates, à l'aide d'une fléchette de flux. Elle écarquilla les yeux, elle tibula et chancela et passa par-dessus le rebord de la fontaine. Il la tira hors de l'eau et lui prit la tête entre les mains. Nous avions reçu l'ordre de ne pas tuer, mais, dans le feu de l'action, il semblait l'avoir oublié. Quelle importance pouvait avoir une chuchoteuse? Je ne pris pas le temps de la réflexion. Je propulsai mon esprit. Zeke ne me pardonnerait jamais d'avoir laissé sa sœur mourir. Il était temps de sauter en rafale. J'allais trop loin. Durant la seconde que je passai dans la tête de David, je lui fis retirer ses mains de Nadine. La seconde suivante, j'étais de retour dans mon corps et me précipitai vers lui. Je le percutai de tout mon poids et nous roulâmes ensemble sur le sol. Ma vision s'obscurcit. Je venais de posséder David, seulement le temps d'un battement de cœur, mais j'avais bougé son bras. J'avais finalement réussi à prendre le contrôle d'un humain. David se posa, les paumes sur les tempes. Je n'avais pas été très délicate. Je me relevai avec peine, aveuglé par une pluie d'étoiles blanches. Antoinette et Situla avaient toutes deux disparu. Je laissai Nadine près de David et m'éloignai de la fontaine en courant. Le vêtement trempait. Je grimpai sur le lion pour disposer d'une vue d'ensemble. Les deux groupes s'étaient déployés sur la place. Zeke n'était pas un bon combattant. Et il avait
sagement abandonné le navire, foutus esprits de marin, en voyant le gouverneur fondre sur lui. Il avait enfilé son passe-montagne et se retrouvait désormais au corps à corps avec Amélia. Un peu plus loin, Arcturus s'intéressait à Nick, qui avait étourdi Karl à l'aide d'une meute d'esprits. Je crus que mon cœur allait cesser de battre, tandis que je les observais. Mon gardien face à mon meilleur ami. Je me laissai retomber sur le sol, en proie à une peur atroce. Je devais aider Nick. Le gouverneur pouvait le tuer. Puis Elisa se matérialisa devant moi, dans une rage folle. Des esprits fondaient sur moi depuis toutes les directions. Ils prenaient toujours le parti des médiums. 3 marins français firent irruption dans mon territoire des rêves. Je vacillais, aveuglé par leurs souvenirs. Les vagues gigantesques, les détonations des mousquets, le feu dévorant le pont d'Achille. Des hurlements, le chaos ambiant, la bouillabaisse, les morues du vieux port. Non, je te jure pas. Puis Elisa me bouscula, et je tombai. J'érigeai toutes mes protections mentales pour essayer de repousser mes assaillants. L'espace d'un instant, je fus comme paralysé. Elisa me clouait au sol en m'enfonçant les 2 genoux dans le dos, les pieds sur mes épaules. « Restez dedans, les gars !» Mon territoire des rêves prenait l'eau de toutes parts. Des boulets de canon le lacéraient. Des mâts enflammés s'écroulaient sous mes yeux. Elisa fit mine de m'arracher mon masque. Non, non, elle ne devait pas me voir. La DVN l'abattrait. Dans un effort surhumain, je repoussai les esprits et pliai le genou pour lui balancer un coup de botte en pleine mâchoire. Elle laissa échapper un grognement de douleur. Une pointe de culpabilité me serra l'estomac. Je me retournai et Jax me désarma d'un puissant coup de canne. « Tiens, tiens, une marcheuse en uniforme, dit-il doucement. Où t'ont-ils débusqué? Où te planquais-tu? Il se pencha vers moi et plongea ses yeux dans les miens. Tu ne peux pas être ma Paige! Malgré mes muscles bandés, sa canne me repoussa le bras. Alors, qui es-tu? Avant que j'aie eu le temps de réagir, Jax fut repoussé par une horde d'esprits imposante. Trop pour avoir été invoqué par un humain. Le gouverneur, je me levai, tâchai de récupérer mon arme, mais Jax agitait son bâton à l'aveuglette. L'instinct me fit tourner la tête vers la gauche. Trop tard. Mon oreille se mit à brûler. Une douleur claire et aiguë. Une lame. Je renfermai la main sur la crosse de mon flingue, mais un nouveau coup de canne me fit lâcher prise. La canne épée s'abattit alors sur mon bras, taillant dans ma veste avant de s'enfoncer dans ma chair. Un cri muet s'étouffa dans ma gorge. Une douleur fulgurante me remonta jusqu'à l'épaule. « Allez, marcheuse, sers-toi de ton esprit !» Jackson me menaçait dans sa lame en riant. « Sers-toi de ta douleur. Oublie tes blessures. » Amélia propulsa à son tour des esprits sur lui. Je lui avais sauvé les fesses. À présent, elle me rendait l'appareil. Nick fit feu sur elle, mais elle s'abrita derrière un lion. Zeke gisait sur le sol, immobile. « Ne sois pas mort, songeai-je. Je t'en prie, ne sois pas mort. » Un éclair de cheveux roux. Antoinette était de retour. Son chapeau s'était envolé, ce qui n'avait rien d'étonnant. Elle était dans une sorte de transe guerrière. Ses yeux étaient écarquillés, ses narines dilatées, son esprit en ébullition. Il brûlait si fort qu'il ridiculisait les réverbères bleus de la citadelle, destinés pourtant à apaiser une âme enfiévrée. Des poings de jambes et des esprits tombèrent en grêle sur Situla, sans jamais lui laisser placer un coup de lame. Celle-ci réagit en balançant un fantôme sur son agresseuse. Antoinette l'esquiva en sautillant.
Puis, sans prévenir, elle s'enfuit à grandes enjambées. Le gouverneur la repéra, ce qui se frayait un chemin en écartant la foule terrorisée. Arrête-la cria-t-il. Il s'adressait à moi. Je m'élançai à sa poursuite. Je tenais ma chance de disparaître. Un vigile me laissa passer en avisant mon uniforme, mais ceintura une amorotique. Un homme tira sur ma veste, un chuchoteur, mais j'allais trop vite pour lui, et il me lâcha aussitôt. Mon esprit naviguait à la vitesse de l'éclair. Antoinette se dirigeait droit vers l'argenterie de Westminster. Elle était dingue de courir dans cette direction, mais ses motivations m'importaient peu. Elle m'offrait là une occasion en or. Il y avait une station de métro juste en face de l'argenterie. Elle regorgeait de gardes souterrains, mais également de voyageurs. Sans mon masque et sans ma veste, je pourrais aisément franchir les barrières et me fondre dans la masse. Les piliers extérieurs me protégeraient de la DVN et Green Park n'était qu'à un arrêt. De là, je pourrais sans mal rejoindre les cadrans. Si cela ne fonctionnait pas, j'opterais pour la Tamise. Je nagerais et ferais n'importe quoi pour m'enfuir. J'en étais capable. Capable. Mes jambes s'activaient. La douleur dans mon bras était atroce, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La transe d'Antoinette semblait avoir décuplé sa vitesse. Aucun être humain ne pouvait courir à une allure pareille, pas à moins d'être guidé par des esprits. J'essayais de garder leur aura dans ma ligne de mire tout en sinuant entre les troupeaux de piétons et de véhicules. Un taxi pila devant Antoinette. Situla et elle se séparèrent, l'une passant devant et l'autre derrière. Plongeant au cœur d'une masse de civils, je pris le chemin le plus discret. Sans ralentir ma course, je grimpai sur le capot, puis sur le toit de la voiture, me laissant glisser de l'autre côté. Antoinette fendait la foule. Quelques secondes derrière, Situla transperçait les obstacles humains. Plusieurs hurlèrent. L'un d'eux mourut. Je ne pouvais pas m'arrêter. Si je relâchais mon effort, ne fût-ce qu'un instant. Antoinette et Situla se retrouveraient hors de portée. Finalement, alors que je croyais mes poumons sur le point d'exploser, nous atteignîmes l'extrémité de Whitehall. Nous nous retrouvions en plein centre de la citadelle, selon les cartes. Cohorte 1, secteur 1. Les voyants fuyaient cette zone comme la peste. Je levai les yeux vers l'argenterie, les doigts dégoulinants de sang. Le cadran de l'horloge luisait d'un rouge écarlate, sur lequel se dessinaient les formes noires des aiguilles et des chiffres. C'était là que dansaient les marionnettes de Frank Weaver. Si je m'étais trouvé dans une situation moins périlleuse, j'aurais adoré prendre le temps de laisser un graffiti bien senti sur la façade. Je courus vers Larkinster. Situla était juste devant moi. Quand elle atteignit le pont, Antoinette se retourna vers lui pour lui faire face. Sa peau semblait tendue sur ses os, telle une fine couche de peinture, et ses lèvres blêmes étaient retroussées. « Tu es cerné, oracle !» lui lança Situla en faisant un pas vers elle. « Rends-toi ! Ne m'appelle pas oracle, créature !» Antoinette leva la main. « Tu vas découvrir ma véritable nature. » L'air griva. Situla resta indifférente à la menace. Elle n'avait rien à craindre d'une simple humaine. Elle s'élança vers sa proie, mais avant qu'elle puisse tenter quoi que ce soit, elle décolla du sol et fut projetée en arrière, presque par-dessus le bastingage. Je sursautai. Un esprit, une intruse. J'examinai les terres pour tenter de l'identifier. Il s'agissait d'une sorte d'ange gardien, particulièrement vieux et puissant. Un archange. Un ange resté auprès d'une même famille pendant plusieurs générations, même après la mort de la personne qu'il avait sauvée. Ils étaient quasiment impossibles à exorciser. La mélopée ne les repousserait pas longtemps.
Situla retrouva l'équilibre. Ne bouge plus! Elle avança de nouveau. Voyons ce que tu es vraiment. Elle héla un esprit errant, puis un autre et un troisième jusqu'à disposer de toute une horde tremblotante. Antoinette gardait la main tendue, mais son visage se contorsionna jusqu'en Situla commença à se nourrir sur elle. Ses prunelles adoptèrent une terrible teinte vermillon. Pendant une seconde, je crus qu'Antoinette allait tomber. Une goutte de sang coula sur son œil gauche. Elle se fendit alors d'un geste sec en direction de Situla. De l'archange bondit vers elle. La horde s'élança à sa rencontre. Quand l'éther explosa, je me remis à courir. La plupart des vigiles étaient dotés. Ils seraient distraits par la collision entre les esprits. Ils ne me verraient pas, ne pourraient pas me voir. Il fallait que je retourne au cadran. Je sprintai vers la station 1-1-A. Sous mes bottes, la passerelle vombrissait d'énergie. Je ne ralentis pas. J'apercevais de l'autre côté de la rue les panneaux signalant l'entrée du métro. Je me dépouillai de ma veste et de mon gilet. Cela me permettrait d'aller plus vite. Et, dès que j'aurai retiré ce fichu masque, je n'aurai plus l'air d'une veste rouge, juste d'une fille avec un haut rouge. J'examinais les bâtiments, repérant les meilleures prises. Si pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais pas descendre dans la station, j'allais devoir me tirer de là par la voie des airs. Si je parvenais à atteindre les toits, je serais sauvé. Puis je pris conscience d'autre chose, la douleur. Je ne m'arrêtais pas, bien qu'ayant de plus en plus du mal à courir, la blessure ne devait pas être bien grave. L'archange ne m'avait pas approché. Il ne s'intéressait qu'à Situla. C'était elle, la menace. J'avais dû me déchirer un muscle. La chaleur gluante naquit alors sous mes côtes. Quand je baissai les yeux, mon chemisier adoptait une teinte de rouge différente. Je me remarquai un petit trou au fond, au-dessus de ma hanche. Il m'avait tiré dessus, comme il avait tiré sur les étudiants irlandais. Je devais poursuivre ma course. Je m'élançai donc vers la rue, où la circulation était dense, comme toujours sur les quais. Allez, Page, cours. Nick pourrait me rafistoler. Pour cela, il suffisait que j'atteigne les cadrans. Je distinguais l'entrée de la station, désormais. Je me forçais à avancer encore, mais la douleur s'intensifiait, et je n'arrivais plus à prendre appui sur mon côté droit. Mes foulées irrégulières s'étaient muées en un véritable boitement. Il y avait des piliers devant la bouche de métro. Si j'arrivais jusque-là, je pourrais étancher le sang et disparaître. Profitant du passage d'un bus pour demeurer invisible, je traversai la rue et me réfugiai derrière la première colonne venue. J'étais à bout de force. Je voulais avancer encore, mais une douleur aiguë explosa au-dessus de ma blessure. Mes genoux se dérobèrent. La mort fondit sur moi en un rien de temps, comme si elle avait attendu cet instant depuis des années. Le monde physique se transforma en une brume légère. Des lumières clignotaient. Les bruits du combat étaient toujours perceptibles, mais ils se trouvaient désormais dans l'éther, plus dans la rue. Tant pis pour la marche-rêve. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Il n'hésiterait pas à me tirer de nouveau dessus. Je me traînais hors de vue de l'entrée de la station, où les usagers tentaient vainement de déterminer l'origine du raffut. Je me roulais en boule contre un mur. Du sang jaillissait de la petite blessure au rythme de mes pulsations cardiaques. Je plaquais dessus mes mains tremblantes. Mes lèvres s'étendirent comme pour se décoller. Je n'atteindrais jamais les cadrans. Même si j'arrivais à prendre place dans une rame, ils me cueilleraient à l'arrivée. Le sang sur mes mains me trahirait. Au moins, je ne serais pas morte à Sheol One. Je ne l'aurais pas supporté ici.
Ici, Nashira ne pouvait pas m'atteindre. Puis, quelqu'un m'attrapa sur le bras. Je perçus d'abord son odeur de camphre. Nick. Il ne m'avait pas reconnu. C'était impossible. Il me redressa sur le menton, exposant ma gorge à son canif, et me tua comme une chèvre. Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Il me redressa le menton, exposant ma gorge à son canif. Sale traîtresse! Nick m'appelait m'élancer. J'avais la manche imbibée de sang. Montre-moi ton visage, reprit-il. Il était plus calme, à présent comme pris de regret. Quoi que tu sois, tu es une voyante, une sauteuse. Tu t'en souviendras peut-être en voyant la dernière lumière. Il m'ôta lentement mon masque. Quand il découvrit mes traits, quelque chose en lui se brisa. Paige! S'étrangla-t-il. Paige! Oh non! Forlat Mig! Il plaqua ses pommes sur ma cage thoracique pour tenter d'endiguer l'hémorragie. Je suis désolé, désolé. Je croyais Jackson voulait. Bien sûr. Jackson avait voulu capturer la marche-rêve. C'était Nick qui avait tiré dessus. Passion. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Me demanda-t-il d'une voix tremblante. J'étais dévasté de le voir si malheureux. Tu vas t'en remettre, je te le promets. Paige, regarde-moi, regarde-moi. J'avais de plus en plus de mal à me concentrer sur quoi que ce soit. Mes paupières étaient tellement lourdes, je portais les doigts à sa chemise. Il serra la tête contre mon torse. Ça va aller, mon ange. Où t'ont-ils amené? Je secouai la tête. Nick caressa mes cheveux, poisseux de sueur. C'était apaisant. J'avais envie de rester, mais je ne voulais pas qu'il me ramène là-bas. Paige, ne t'avise pas de fermer les yeux. Dis-moi où ces salopards t'ont amené. Je secouai de nouveau le chef, incapable de lui répondre, passant ma voix. Allez, saute-noce. Tu dois me le dire, pour que je puisse te retrouver, comme la première fois. Tu te rappelles? Je devais le lui révéler. Il fallait qu'il le sache. Je ne pouvais pas mourir sans lui avoir répondu. Je devais sauver les autres voyants prisonniers dans cette cité perdue. Mais désormais, je ne distinguais plus qu'une silhouette, le contour d'un homme. Pas d'un homme. D'un Réphaïte. Mes doigts étaient couverts de sang. Je les tendis vers le mur et y traçai les 3 premières lettres. Nick les observa. Oxford, comprit-il. Ils t'ont emmené à Oxford. Je laissai retomber ma main. L'homme sans visage avançait à travers les ténèbres. Nick leva la tête. Non! Ses muscles se contractèrent. Je t'emmène à la maison, décréta-t-il en me soulevant. Je ne les laisserai pas te reprendre. Il dégaina un pistolet. J'enroulai mon bras autour de son cou. Je voulais qu'il essaie de fuir, de me sauver d'un nouveau champ de coquelicots. Mais il mourrait si je le faisais faire. Nous mourrions tous les deux, l'ombre suivrait nos traces jusqu'au cadran. Je tirai sur sa chemise en secouant la tête, mais il ne comprit pas le message. L'ombre se dressa subitement devant nous. Nick serra son arme à s'en faire pâlir les jointures, et il pressa la détente. 1 fois, 2 fois, je criai derrière mes lèvres scellées. Cours, Nick. Il ne pouvait pas comprendre. Je ne pouvais pas savoir. Son flingue lui échappa et tout le sang se draina dans son visage. Une main gantée démesurée se referma autour de son cou. Je rassemblais mes dernières forces pour tenter de lui faire lâcher prise. Elle vient avec moi! C'était le gouverneur. Il avait l'air démoniaque. Fuis, oracle! La vie me quittait. J'entendis le cœur de Nick battre contre mon oreille. Sentis ses doigts se serrer contre mon dos. La lumière s'éteignit. La mort était venue.
Eh ben, merci à tous les beaux os de m'avoir écouté pour ce nouveau chapitre qui était dingue, vraiment dingue. Oui, on a vu Paige retourner à Sion-Londres. Eh ben, j'ai hâte de lire le chapitre 22 d'ici peu. Je vous souhaite une excellente soirée les beaux os. Merci, au revoir.